Bienvenue à ce midi inspirant qui porte sous le thème de l'intelligence artificielle en éducation. Je m'appelle Julie Pigeon et je suis la directrice générale de l'association EdTech. EdTech, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une belle gang d'entrepreneurs et d'organisations qui œuvrent en technologie éducative au Québec, donc des organisations québécoises. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir nos membres au edtech.ca. Je vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, vous voyez derrière moi le petit compteur Facebook qui est à 985 j'aime. Donc, on s'est donné comme le petit défi de se rendre à 1000 d'ici la fin de la rencontre. Alors, si ça vous dit, je vous invite à aller aimer notre page Facebook. Mon équipe va mettre les liens dans le chat. D'ailleurs, parlant de chat, on vous invite aussi à être actif, à commenter, à poser des questions à nos invités. Vincent et Mélina, qui sont dans mon équipe, vont m'aider à assurer le relais pour partager vraiment vos commentaires et vos impressions. Donc, j'y vais sans plus tarder en vous présentant nos deux invités d'aujourd'hui. Donc, on accueille Caroline Tremblay, qui a été longtemps enseignante de français au secondaire et qui est maintenant directrice du secteur technopédagogique chez Optania. Optania, qui est membre EdTech, il va sans dire. Donc, chez Optania, il développe justement des outils qui sont soutenus par l'intelligence artificielle, notamment des robots conversationnels, des outils d'analyse et d'autres ressources qui sont destinées à la communauté éducative. On accueille également M. Simon Collin, qui est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal, qui est également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'équité numérique en éducation, qui est chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Simon s'intéresse bien sûr aux enjeux éducatifs que suscitent les technologies. Il participe notamment en tant que chercheur principal au projet de recherche Enjeux éthiques de la conception des technologies éducatives impliquant l'intelligence artificielle. Bonjour Simon et merci beaucoup d'être là. Donc, l'intelligence artificielle, depuis plusieurs années, on entendait que l'intelligence artificielle est appelée à révolutionner tous les aspects de notre monde, y compris l'éducation. Mais l'intelligence artificielle, ça demeure quand même un concept assez flou et mystérieux pour plusieurs d'entre nous. Le grand enthousiasme manifesté par certains qui voient une source infinie de progrès a aussi été atténué par des voix plus sceptiques, notamment celle d'Elon Musk, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, qui a déclaré « Avec l'intelligence artificielle, nous invoquerons le démon, rien de moins ». Donc, on fait appel aujourd'hui à nos invités pour venir apporter un peu de nuance dans tout ça et des éclaircissements. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Caroline Tremblay. Merci, Julie. Donc, comme tu disais, je suis la directrice du secteur technopédagogique chez Optania. Je suis aussi gestionnaire de produits de la plateforme Dalia, qui est une plateforme qui va être déployée dans les prochaines semaines au collégial, donc qui est soutenue par de l'intelligence artificielle. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'intelligence artificielle en éducation. Je me suis fait un petit visuel. Je vous invite pendant la présentation là, à poser vos questions au fur et à mesure. Là. Julie va me tenir informée là, de ce qui se passe dans le chat si vous avez des questions. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Je me suis fait juste quelques petits points pour vous parler de l'intelligence artificielle en éducation. D'abord, ce qui est important là, de noter, c'est que c'est un grand sujet, l'intelligence artificielle en éducation. Ça soulève de nombreuses craintes, puis je pense que c'est des craintes qui sont normales chez les membres du personnel d'avoir des inquiétudes par rapport à l'intégration de l'intelligence artificielle là, dans leur quotidien. Une des choses que je pense qui est primordiale de prendre en compte, c'est que l'intelligence artificielle qui est développée pour le milieu scolaire, bien, il faut que ça implique les membres du personnel. Premièrement, parce qu'il faut que ça réponde à votre besoin, mais aussi parce qu'il ne faut pas que ça soit là pour remplacer des tâches que vous aimez faire. Donc, on veut vraiment nous assurer finalement que quand un outil d'intelligence artificielle est déployé dans les milieux scolaires, il faut que vous ayez participé à son élaboration pour pouvoir vraiment l'utiliser à bon escient. Donc, c'est vraiment très important. L'intelligence artificielle, ça a des possibilités infinies. Donc, possibilité infinie signifie beaucoup de choses, hein, parce que c'est très large là,
comme domaine, l'intelligence artificielle. Donc, comment bien profiter des possibilités infinies? Premièrement, il faut s'informer sur l'intelligence artificielle. Il faut en entendre parler, il faut poser ses questions. Il faut aussi nommer ses craintes pour que les gens puissent les adresser puis pouvoir rassurer les gens par rapport à ça. Mais là, c'est bien entendu mon point de vue. Là, je parle à titre d'experte en intelligence artificielle en éducation parce que je travaille en intelligence artificielle en éducation, mais aussi parce que j'ai eu la chance d'utiliser de l'intelligence artificielle quand j'étais enseignante là, dans le cadre de ma pratique pour pouvoir m'aider à soutenir mes étudiants de manière préventive. Donc, je le fais aussi à titre de personne qui a réussi à le mettre en place là, dans son milieu scolaire, mais aussi parce que maintenant, j'ai les deux mains dedans. Mais je ne suis pas du tout développeur. Donc, je ne sais pas comment l'intelligence artificielle, ça se crée, comment ça se fait. Je le comprends, mais je ne suis pas ici pour vous expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais je suis plus là pour vous expliquer, dans le fond, comment vous pourriez l'utiliser puis comment vous pourriez la valoriser. Mon opinion sur l'intelligence artificielle en éducation, c'est d'abord que ça doit permettre à tous les acteurs des milieux scolaires d'éviter la surcharge cognitive. La surcharge cognitive, on en entend parler constamment. Le milieu scolaire, ce qu'on vit quand on est prof, intervenant, c'est qu'on a un cerveau qui est comme un gros bol de popcorn, puis constamment, il y a des grains qui éclatent un peu partout parce qu'on est toujours en train de faire des micro-tâches, on est toujours en train de gérer plein de choses en même temps. Donc, c'est vraiment complexe comme travail. Donc, l'intelligence artificielle devrait être installée dans les milieux scolaires afin d'éviter la surcharge cognitive des membres du personnel. Ça devrait aussi vous éviter de faire des tâches répétitives. Des tâches répétitives qui sont administratives, qui ne vous permettent pas, en tant qu'intervenant scolaire, de mettre votre plein potentiel de l'avant. Vous devriez aussi utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider dans les tâches d'analyse qui sont lourdes. Parce qu'on fait de l'analyse au quotidien quand on est dans le milieu scolaire. On est constamment en train d'analyser plein d'informations, mais souvent, on ne s'en rend pas toujours compte. On le fait de manière très naturelle. On regarde les différents éléments des dossiers des élèves ou des étudiants qui sont devant nous pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe et pouvoir mieux les accompagner. Mais c'est des analyses qui sont très lourdes, qui prennent beaucoup de temps. Pour moi, l'intelligence artificielle, finalement, dans le milieu scolaire, devrait être implantée pour un seul et unique but, celui de redonner du temps aux intervenants scolaires pour faire ce qu'ils ont pour faire, dans le fond, la chose qu'ils ont choisie, dans le fond, faire de l'éducation, construire des relations bienveillantes avec leurs apprenants pour pouvoir avoir le temps, finalement, d'être auprès de leurs apprenants, puis investir dans la relation, puis faire des interventions auprès d'eux, puis les aider à atteindre leur plein potentiel. Je vais aller changer de slide. Donc, je suis quand même ici pour vous présenter quelques applications concrètes là, en éducation où présentement l'intelligence artificielle s'applique en éducation. J'ai choisi 4 grands domaines dont on va parler. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser là, au fur et à mesure. Le premier domaine que j'ai sélectionné, c'est les modèles prédictifs. Donc, l'intelligence artificielle, c'est, comme je vous dis, c'est des possibilités infinies. Fait que j'ai choisi les domaines où je suis quand même le plus confortable. Donc, les modèles prédictifs, oh, il y a une faute dans mon... c'est beau, ça. Donc, permettre avec un T. Les modèles prédictifs, c'est des outils qui vont permettre aux intervenants scolaires d'intervenir de manière préventive afin d'éviter des situations potentiellement à risque. C'est des plateformes ou des outils qui vont générer des portraits de votre population étudiante pour vous permettre d'anticiper les situations à risque. Et ça va aussi préparer les membres du personnel à ce qui s'en vient. Je vois qu'il y a une autre faute encore, les situations à risque, yes. Donc, les modèles prédictifs, comment ça fonctionne, en fait? C'est souvent conçu en utilisant la technologie du machine learning, où on va analyser les données historiques là, des étudiants des différentes organisations scolaires afin de comprendre les patterns là, de différentes situations. Par exemple, si j'utilise la plateforme qu'on est en train de développer chez nous, Dahlia, la plateforme Dahlia met de l'avant le risque d'abandon et le risque d'échec. Donc, ce qu'on a analysé, c'est les données historiques des jeunes qui ont autant abandonné que persévéré, qui ont autant réussi qu'échoué pour pouvoir déterminer les patterns de l'échec et les patterns de l'abandon afin de cibler dans la situation actuelle
qui risque d'abandonner, qui risque d'échouer. L'objectif, c'est de ne pas attendre à la mi-session, de ne pas attendre aux premières entrées de notes pour pouvoir rapidement faire des interventions. Donc, dès l'arrivée d'un étudiant dans mon milieu scolaire, mon outil de modèle prédictif devrait être capable de me cibler les étudiants que je devrais soutenir. Il faut faire attention, puis Simon va vous en parler au niveau de l'éthique, mais il faut faire attention dans le choix des données qui vont être analysées parce que en intelligence artificielle, on a accès quand même à un nombre de données qui est assez important en éducation parce que les dossiers des étudiants sont bien garnis, mais il faut faire attention dans le développement des modèles parce que on ne veut pas que nos modèles aient des préjugés, on ne veut pas que nos modèles utilisent des données qui sont pas. Je vois, pour prédire la réussite, quelles sont les variables utilisées et quel est le modèle de machine learning. Vous voyez, ça, c'est le genre de questions qui sont destinées à des gens beaucoup plus techniques que moi, mais dans le fond, on utilise des données qui sont présentes dans les dossiers étudiants. Pour prédire la réussite, dans le fond, on va aller voir, dans le fond, les résultats antérieurs de l'étudiant dans son processus scolaire. Donc, on peut aller voir, par exemple, ses notes au secondaire. On va aller voir aussi différentes informations dans son dossier scolaire, de sa provenance, de quelle école est-ce qu'il arrive aussi, des choses comme ça. Mais on va aller chercher une centaine de variables pour pouvoir analyser sa réussite. Quel est le taux de réussite de nos prédictions? Dans notre cas, on a un excellent taux de réussite. Là. Actuellement, on a un taux de réussite qui se situe entre 75 et 85 de niveau de certitude là, quand on prédit qu'un étudiant est à risque élevé d'abandon ou à risque élevé d'échec. J'ai vu tout à l'heure que mon collègue Étienne était présent à la conférence. Donc, Étienne, si tu veux répondre aux questions dans le chat, là, je t'invite à le faire avec plaisir. Donc, dans les types de modèles prédictifs, là, comment on va l'utiliser, dans le fond, c'est vraiment pour nous permettre de plus rapidement faire des interventions, de se mettre en mode préventif. C'est vraiment l'objectif de la prédiction, de la prévision de risque. Donc, c'est vraiment comme ça que les membres du personnel vont l'utiliser. Ce qu'il faut faire attention, cependant, c'est entre les mains de qui on va mettre ces informations-là, parce qu'on ne voudrait pas créer un effet Pygmalion. Puis, par exemple, aller dire à un enseignant qu'un étudiant risque d'échouer son cours, on veut éviter, dans le fond, cette situation-là. Donc, on va choisir des intervenants qui sont plus des professionnels de la réussite, là, qui vont être, par exemple, des psychoéducateurs, des orthopédagogues, pour pouvoir vraiment aller soutenir les étudiants à plus haut niveau, puis permettre à l'enseignant qui, lui, est plus en temps réel, de profiter d'un autre type d'outil dont je vais vous parler un peu plus tard. Il y avait une autre question. Est-ce qu'un étudiant peut décider de ne pas faire partie du projet? Oui, oui, un étudiant pourrait ne pas consentir à être analysé dans une plateforme de modèle prédictif. C'est ce qui est recommandé par les lois actuellement, là, de mentionner aux étudiants qu'il y a un projet d'analyse dans leur collège, puis les étudiants peuvent ne pas consentir. C'est ce qui s'appelle un refus éclairé. Comment avez-vous entraîné le modèle? Sur quelles données? Je vais inviter Étienne à répondre à cette question-là parce que c'est plus dans le cadre de son travail. C'est des questions vraiment techniques que vous me posez. Mais le modèle a été entraîné sur les données historiques des collèges des 15 dernières années. Je continue avec les plateformes d'apprentissage adaptatives. Les plateformes d'apprentissage adaptatif, c'est quelque chose dont on parle depuis quand même longtemps par la nouvelle réforme. Donc, la nouvelle réforme qui est plus nouvelle, là, on s'entend, nous disait toujours de faire de la différenciation pédagogique, d'enseigner un à un les compétences, les connaissances à nos élèves. Donc, une plateforme d'apprentissage adaptatif va permettre d'estimer la connaissance d'un apprenant à propos d'un sujet, à propos de données observables, mais ensuite, elle va ajuster le cheminement de l'apprenant selon ses faiblesses et pour mettre en valeur ses forces. Ça va vraiment favoriser un enseignement individualisé. Normalement, une plateforme adaptative ne va pas être utilisée par un enseignant pendant toute l'année scolaire. On va l'utiliser pour développer certaines compétences, pour développer certaines connaissances. Ça va permettre de pouvoir travailler avec les étudiants un peu chacun à leur façon, d'adapter leur cheminement scolaire. Une plateforme comme ça permet, dans le fond, à chaque apprenant d'atteindre son plein potentiel parce qu'il n'y a pas à utiliser le même cheminement que tous les autres. Donc, il peut utiliser des stratégies qui fonctionnent davantage pour lui, mais il va aussi travailler davantage sur ce qui est difficile pour lui. Donc, si ça va bien dans certains domaines, il va moins le travailler que, par exemple, un autre étudiant. J'ai choisi un exemple de plateforme adaptative qui s'appelle ADAPT, qui est dans le fond fait qui est utilisé par Coaching Actuaries. C'est dans
c'est dans le cheminement des actuaires. Dans le fond, ils ont une plateforme qui leur permet de faire des tests. On sait que les actuaires, ils ont à faire beaucoup, beaucoup de tests. Donc, ils peuvent pratiquer les tests qu'ils ont à faire, puis la plateforme va aller travailler, dans le fond, les différents éléments qui sont plus difficiles pour eux. Donc, c'est une plateforme vraiment qui s'adapte à l'étudiant puis qui facilite, dans le fond, la réussite des différents tests qui doivent être faits par les actuaires. Dans cette donnée historique, qu'est-ce que... Je vais répondre un peu plus tard à cette question-là. J'ai une autre, dans le fond, les robots conversationnels, parce que dans le milieu scolaire, on a aussi ça, ce qu'on appelle aussi les chatbots. Les chatbots sont capables d'offrir un soutien aux apprenants et aux membres du personnel 24/7, qui est une grande force parce que dans le milieu scolaire, on n'est pas disponible 24/7. On est des êtres humains, puis à un certain moment, il faut dormir. Les robots, eux, n'ont pas besoin de dormir. Puis quand je parle de robots, c'est très factice, c'est très imagé. Ce n'est pas littéralement un robot là, qui roule puis qui arrive avec son petit corps de robot. C'est davantage des applications mobiles ou bien des robots qui vont être sur des sites web. Ça facilite, bien entendu, le contact avec la nouvelle génération parce que ils sont habitués d'avoir des interactions par chat, des interactions avec même des chatbots. Ils en ont eu depuis longtemps. Puis, les robots sont conçus pour répondre à un besoin spécifique. Donc, les robots ne sont pas faits pour répondre à tout type de questions. Ils sont toujours conçus dans un but précis. Des exemples de robots que je peux prendre, c'est par exemple Flo de la plateforme AlloProf qui a été déployé dans le fond pour soutenir les élèves là, dans la plateforme AlloProf pour bien les diriger vers les bonnes ressources. On a aussi, par exemple, chez nous, le robot Ali qui est destiné aux collégiales pour faire du soutien psychosocial. Donc, on voit vraiment que les robots sont ciblés sur certaines difficultés que les gens rencontrent. Puis, la seule limite que les robots conversationnels ont, finalement, c'est le choix de termes qu'on va leur donner puis qu'on va leur proposer puis à qui on veut qu'ils s'adressent. Pour concevoir un robot conversationnel, il faut quand même être assez à l'affût du fait que c'est important que notre robot comprenne le langage naturel parce qu'on ne veut pas que nos utilisateurs soient frustrés que le robot ne comprenne pas ce qu'on lui dit. Donc, il y a la grande science de la compréhension du langage naturel derrière les robots, mais il y a aussi, dans le fond, tout le bagage là, de connaissances que le robot doit acquérir, donc qui va être fait par souvent des experts du domaine. Donc, c'est encore une fois des systèmes qui doivent être collés là, vraiment sur les experts du domaine. Des suggestions de plateformes pour les milieux scolaires secondaires, oui, j'y arrive. En fait, il y a aussi ce qui existe dans l'intelligence artificielle des systèmes experts, donc des outils d'analyse statistique en temps réel, qui, eux, offrent, dans le fond, une utilisation des statistiques de votre milieu scolaire de manière avancée, mais qui vous fournit aussi un affichage intelligent de vos statistiques. C'est vraiment du temps réel, donc c'est davantage destiné aux membres du personnel qui sont en contact direct avec les élèves, un peu comme les enseignants, par exemple, qui veulent avoir qu'est-ce qui se passe présentement dans mon groupe, dans ma classe, quels sont les risques que mon groupe rencontre actuellement, aujourd'hui, maintenant, pour pouvoir mettre en place les bonnes interventions rapidement. Donc, ça offre un portrait de la situation actuelle aux organisations ainsi qu'aux membres du personnel. Ça favorise des interventions qui sont ponctuelles dès qu'une situation risque de s'aggraver. Ça peut permettre de sauver du temps d'analyse, puis ça va favoriser la communication entre les membres du personnel. Un exemple de plateforme qui utilise des outils d'analyse statistique en temps réel, si on pense à Mosaic Portail de la GRIX, il y a la veille active là, dans Mosaic Portail de la GRIX qui offre, dans le fond, aux membres du personnel une veille active sur tous leurs élèves. Puis c'est en temps réel, donc les informations vont se changer au fur et à mesure de l'entrée de différentes données. Là, on parle d'outils que vous pouvez utiliser comme membre du personnel pour vos étudiants ou que vos étudiants peuvent utiliser. Mais ce qui est important aussi, je pense, de se poser une question comme intervenant du milieu scolaire, c'est mais l'éducation à l'intelligence artificielle dans tout ça aussi. Parce que nous, comme membres du personnel, on va utiliser de l'intelligence artificielle ou on en utilise déjà auprès de nos élèves. Donc, il faut que nous éduquions à l'intelligence artificielle, mais les jeunes qui sont dans nos classes actuellement vont faire face à l'intelligence artificielle tout le long de leur vie, puis ont de grandes chances de travailler en intelligence artificielle dans leur carrière. C'est vraiment important, selon moi, d'en parler dans les classes,
de mettre l'accent sur la réflexion sur l'intelligence artificielle. Les jeunes ont contact avec l'intelligence artificielle au quotidien, mais ils ne savent pas toujours où ni comment. Donc, il ne faut pas avoir peur de leur poser des questions, de faire des débats avec eux pour en discuter, pour nous assurer finalement que dans l'avenir, le développement de l'intelligence artificielle va aussi rester éthique, puis va continuer de répondre aux besoins des gens qui vont l'utiliser. Je suis allée quand même vite parce que je voulais laisser la place à Simon pour parler davantage d'éthique en intelligence artificielle. Si tu permets, Caroline, avant de céder la parole à Simon, il y avait quelques petites questions dans le chat. Est-ce que tu voulais qu'on regarde ça dès maintenant? Oui, allons-y. Fait qu'il y avait justement Serge Gérin-Lajoie qui demandait, dans les données historiques, est-ce que ce qui a été proposé aux apprenants, donc au niveau du design pédagogique, et comment l'encadrement a été fait? Sans ces éléments, les données me semblent incomplètes. Par exemple, même si un étudiant a un bon profil, le fait de lui imposer un design pédagogique qui ne favorise pas la réussite pourrait le mettre à risque. Effectivement, le point est excellent. Quand on parle de design pédagogique, c'est par exemple son horaire, dans le fond, l'offre de cours qui a été faite, j'imagine. Mais dans le fond, Étienne dit le modèle actuel utilise les données tirées des systèmes de gestion utilisés par les collèges historiques sur les années précédentes. Donc, dans le fond, la façon que le modèle a été est fait, c'est par organisation. On essaie, dans le fond, on analyse les données de chaque organisation pour comprendre les patterns. Donc, l'organisation, oui, elle évolue dans le temps, mais c'est très long, hein, changer vraiment les patterns, les designs pédagogiques, c'est très long faire ça. Donc, ça permet quand même d'avoir une bonne vue d'ensemble sur le design pédagogique, mais c'est une bonne question qui est posée. C'est pas mal la seule réponse que je peux donner, par exemple. Parfait. On a une autre question de Sylvine qui disait, vous utilisez des modèles pour prévoir les résultats des apprenants. Côté enseignant, est-ce que vous avez des données sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par les enseignants des cégeps au Québec? Et si oui, comment? Non, je n'ai pas de données là-dessus, fait que je ne vous mentirai pas que j'en ai pas. Peut-être que Simon, lui, de son côté, a cette information, mais de mon côté, non. Au niveau des enseignants, je ne sais pas du tout l'utilisation de l'intelligence artificielle présentement. Je pense que c'est encore un sujet qui est dur à discuter là, avec les enseignants présentement. OK. Tu as mentionné tantôt une plateforme, je pense, si je me souviens bien, c'est Adapt. Oui, il y a William qui voulait savoir, pardon? Elle s'appelle Adapt Coaching Actuaries. Donc, si vous regardez sur Internet en tapant Adapt Coaching Actuaries, vous devriez retrouver la plateforme. Vite, encore deux petites questions. Il y a Catherine qui demandait si tu avais des suggestions de plateformes pour les milieux scolaires ou secondaires. Ben oui, pour le suivi, dans le fond, en temps réel, il y a Mosaïque Portail qui offre la veille active. Donc, si vous avez Mosaïque Portail dans votre milieu scolaire, vous pouvez vraiment l'utiliser puis la valoriser. Sinon, ben la plateforme d'AlloProf actuellement est vraiment très au goût du jour. Là, donc, c'est vraiment intéressant de l'utiliser aussi avec vos élèves. Là. Puis il y a William dans le chat qui parle de eLuxyLearn aussi. Voilà. Dernière petite question, j'aimerais en savoir plus sur ce qui est prédit exactement par le modèle et la précision. Réussir un cours ou réussir son programme d'études? Quand on parle du risque d'échec, on parle d'échec d'un cours. Quand on parle de l'abandon, on parle de l'abandon du collège. Donc, on ne parle pas de l'abandon d'un programme d'études, on parle vraiment de l'abandon de l'établissement. Donc, c'est soit de changer d'établissement, soit de complètement abandonner ses études. Très bien. Bien, merci beaucoup, Caroline, pour cette information-là. Très, très intéressant. On va aller du côté de Simon qui va nous parler un peu plus des aspects éthiques en éducation lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle. Alors, vas-y, Simon, on t'écoute. Parfait. Je suis en train de lancer le PowerPoint. J'ai fait aussi un petit visuel. Merci beaucoup, Caroline, pour l'intervention qui a très bien posé la table et qui va être complémentaire à la mienne. On s'est rencontrés et on a travaillé pour ça. Dans les deux cas, l'optique est la même. C'est vraiment de pouvoir non pas freiner l'intelligence artificielle, mais de pouvoir vraiment en tirer le meilleur profit possible en éducation, en diminuant les risques et en tirant profit justement du potentiel. Et c'est ce qu'a très bien mis sur la table Caroline, et je vais aller dans le même sens. Je vais commencer par faire une distinction entre réflexion légale et réflexion éthique et critique qui va plus nous intéresser dans le cadre de mon intervention.
Ce que j'appelle réflexion légale ici, c'est toute la réflexion autour des lois, des règles, des protocoles, des standards éthiques qui sont imposés par des instances administratives, pour le mieux souvent, mais qui représentent quand même une contrainte dans le processus de conception qu'on doit prendre en compte et qui sont des obligations. C'est pas tant cette réflexion légale-là que je vais aborder ici, puis d'ailleurs, les lois en tant que telles, il y en a beaucoup, puis ça se renouvelle et je les connais pas tant que ça. C'est davantage la réflexion éthique et critique qui va m'intéresser. Et cette réflexion-là, elle intervient lorsqu'une valeur ou un principe moral est mis en jeu dans une question ou une situation. Elle implique comme processus un discernement, une délibération entre différentes valeurs qui sont impliquées dans la situation, puis on se dit comment est-ce qu'on priorise ces différentes valeurs, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les gère. Et la finalité, c'est d'orienter cette situation de façon à ce qu'elle soit la plus éthique possible au final. Alors, quand on applique ça au système d'intelligence artificielle en éducation, il s'agit donc de mener une réflexion sur les tenants et les aboutissants éducatifs d'un système d'intelligence artificielle, oui, à la lumière des valeurs éthiques qui sont suscitées. Le but, c'est vraiment d'accompagner le processus de conception. Et comme je disais, la finalité, c'est pas de mettre à mal l'intelligence artificielle, mais c'est plutôt de limiter au possible les risques pour tirer profit de ce qu'elle peut apporter. Alors, pourquoi s'intéresser aux enjeux éthiques et critiques dès la conception des systèmes d'intelligence artificielle et bien sûr aussi au niveau de l'usage ensuite, donc tout du long, ensuite de l'implantation, de l'usage, etc. Ben, lorsqu'on mène pas une réflexion éthique d'emblée, dès le début de la conception, finalement, il y a des risques éthiques qui sont non anticipés, qui sont là, mais qui sont non anticipés, non discutés, qu'on ne prévient pas et qui peuvent se traduire en problèmes éthiques lors de l'usage ensuite. Je vous ai mis un exemple récent qu'on connaît bien pour l'éducation. C'est le A-Level Algorithm au Royaume-Uni, pardon. Ils ont essayé de développer un algorithme. Le ministère a essayé, ou un département du ministère, il l'a mis en place et puis 2 jours après, ils ont dû l'enlever. Dans ce cas de figure-là, qui est malheureusement, je pense, encore le cas de figure majoritaire, on est dans une réflexion éthique explicite très active, c'est-à-dire qu'on développe un algorithme, on le teste et c'est lors, et en fait, on le teste d'une part, mais on le massifie aussi, on l'implante et c'est lors de l'implantation qu'on se rend compte qu'il y a des enjeux éthiques qu'on n'avait pas anticipés et donc on rétropédale. Alors que quand on s'intéresse aux enjeux éthiques dès le processus de conception, on comprend que c'est l'élévé à faire. Au contraire, les risques éthiques sont possiblement anticipés et donc le système d'intelligence artificielle, lorsqu'on l'implante, il est plus éducativement acceptable et c'est dans ce sens-là qu'on gagne à avoir une réflexion écritique proactive, c'est-à-dire dès le départ. Je vous présente avec les quelques minutes que je prends quelques enjeux éthiques et critiques possibles pour les systèmes d'intelligence artificielle en éducation. Je précise quand même que c'est des enjeux qui sont relativement généraux. Autrement dit, il y a rarement un système d'intelligence artificielle qui va mobiliser tous ces enjeux-là à lui tout seul. Donc, il faut le voir un peu comme une boîte à outils dans laquelle on peut piocher pour, par rapport au système d'intelligence artificielle qui nous concerne, voir les enjeux éthiques qui sont peut-être les plus susceptibles de survenir. C'est comme une aide à la réflexion et c'est donc à spécifier toujours en fonction des particularités de chaque système d'intelligence artificielle en éducation. Ces enjeux éthiques-là, on les a identifiés, on les a organisés, disons, à partir d'une revue systématique de la littérature. Je passe très vite, mais globalement, on les a organisés en termes de tension et de risque. Et une tension, c'est une relation entre 2 aspects d'un système d'intelligence artificielle en éducation qui peut potentiellement devenir problématique si ces 2 aspects-là ne convergent pas, c'est-à-dire si ils sont mal arrimés l'un à l'autre. Et puis, dans ce cas-là, cette relation, cette tension va tourner en discorde finalement parce que cette tension-là n'aura pas été anticipée, gérée en conséquence. Et chaque tension peut avoir son lot de risques potentiels. Et là encore, les risques sont toujours potentiels, mais ils peuvent devenir effectifs lorsque la relation devient discordante entre les 2 aspects du système d'intelligence artificielle que j'ai mentionné. Ça peut paraître très abstrait comme ça, mais globalement, donc les quelques tensions et risques qu'on a trouvés sont les suivants. Puis, je ne vais pas aller dans le détail, mais on pourra sans doute en discuter ensuite. 6 tensions qu'on a identifiées. Tension entre, d'une part, la complexité des situations éducatives et la standardisation technique. Tension entre l'agentivité des acteurs éducatifs, donc leur pouvoir d'agir finalement, leur jugement professionnel, leur autonomie professionnelle et l'automatisation technique. Tension possible entre justice scolaire et rationalité technique. Tension possible entre gouvernance scolaire et la conception technique qui se fait généralement en dehors des milieux scolaires, mais justement d'où l'idée de cultiver un rapport étroit avec les milieux scolaires.
tension entre l'intelligibilité humaine et l'opacité de l'intelligence artificielle, et puis tension entre la dignité des acteurs éducatifs et l'exploitation des données. Je vous propose de passer dans les minutes qui viennent sur ces tensions-là, puis de décrire brièvement les risques ou les principaux risques peut-être qui peuvent survenir, mais là encore, en vous rappelant là, que c'est vraiment prétexte à réflexion et non pas il faut s'inquiéter de ces risques-là, mais de manière proactive, disons. Tout système d'intelligence artificielle ne va pas générer tous ces risques-là, et heureusement. La tension 1 concerne donc la complexité des situations éducatives et la standardisation technique. Alors là-dedans, on retrouve comme risque potentiel la diminution de la prise en compte des contextes éducatifs, notamment la réduction factice de la complexité des situations éducatives par les indicateurs retenus pour décrire cette réalité puis la documenter. Réduction factice de la complexité des situations éducatives par les acteurs éducatifs eux-mêmes ou les équipes de conception lorsqu'ils interprètent les résultats d'un système d'intelligence artificielle. Et puis un autre risque, c'est l'industrialisation de l'éducation avec le manque d'adaptabilité des systèmes d'intelligence artificielle aux situations éducatives spécifiques. La tension, pardon. Tension 2, qui met en tension donc l'agentivité des acteurs éducatifs et l'automatisation technique. On va retrouver dans cette tension-là les risques suivants. Bien sûr, le risque principal, c'est la diminution de l'agentivité des acteurs éducatifs, notamment par un cadrage accru du rôle des acteurs éducatifs, qui peut aller à l'extrême, mais même si c'est improbable, au remplacement des acteurs éducatifs par les systèmes d'intelligence artificielle. On est plutôt dans la fiction, en un sens, mais c'est un risque qu'on voit prendre des fois, mais qui est assez peu probable. Limitation des choix et des actions éducatives, notamment lorsque la pédagogie et le contenu sont imposés par les systèmes d'intelligence artificielle. Absence de mécanisme d'appel de décision engendré par les SIA, ce qui fait que les acteurs éducatifs peuvent trouver ça, par exemple, pas forcément intuitivement erroné, mais ne pas pouvoir aller au-delà et questionner davantage. Présence de chambres d'écho qui vont venir renforcer les croyances, les opinions, etc. Et puis une perception déterministe des prédictions des systèmes d'intelligence artificielle par les acteurs éducatifs, donc en oubliant qu'une prédiction est toujours faite sur un temps T qui peut lui évoluer et qui en fait évolue en permanence. La troisième tension porte sur la justice scolaire versus la rationalité technique. Il y a plusieurs tensions et sous-tensions là-dedans. D'abord, la recherche démesurée de l'efficacité pédagogique, organisationnelle ou financière peut amener un manque de considération pour le bien-être des acteurs éducatifs, pour les élèves à besoins particuliers aussi, avec notamment la faible accessibilité universelle des interfaces des systèmes d'intelligence artificielle, ce qui n'est pas spécifique au système d'intelligence artificielle d'ailleurs. Manque de considération plus généralement pour l'équité, la diversité et l'inclusion, qui se retrouvent des fois dès la composition sociodémographique et socio-économique des équipes de conception, qui peuvent être relativement homogènes et donc avoir des vues relativement homogènes des milieux éducatifs et en omettant par là un peu leur diversité. On retrouve aussi la reproduction de biais, c'est quelque chose pour lequel on est plus sensibilisé, on le voit souvent passer. On est un peu plus au courant de ce risque-là avec l'utilisation de données qui peuvent contenir des biais comme de la sous-représentation de certaines populations scolaires ou au contraire de la surreprésentation d'autres profils d'élèves et des interprétations de résultats qui sont même teintées par des biais, donc au niveau des acteurs éducatifs. Et puis finalement, l'hégémonie ethnoculturelle avec un dysfonctionnement possible des systèmes d'intelligence artificielle dans certaines langues, une surreprésentation de contenus de certaines aires culturelles aux dépens des contenus locaux, une faible performance de la reconnaissance faciale de certaines populations scolaires, c'est aussi quelque chose qui a bien été documenté. Tout ça peut aboutir à la discrimination de certaines populations scolaires et l'exacerbation des inégalités numériques entre des milieux éducatifs. J'en viens à la tension 4, donc la gouvernance scolaire et la conception technique qui peuvent être en tension dans certains cas. On trouve d'abord une absence de cadre éthique ou un manque de précision dans les principes éthiques qui sont impliqués, donc manque de clarté quant à la responsabilité des équipes de conception, des acteurs éducatifs, des institutions éducatives, etc. Ambiguïté quant à la propriété des données, et là on peut soit avoir une vision très large de qui a accès finalement, qui est propriétaire des données, donc avec un trop grand nombre de personnes qui ont accès aux données, ou au contraire une vision très, très étroite de la propriété des données qui les rendent finalement très peu accessibles, ce qui peut poser problème.
Et puis finalement, une mauvaise gouvernance ou une absence de gouvernance adéquate avec une ambiguïté quant à l'imputabilité. Quand il se passe quelque chose, c'est la faute de personne. Et puis finalement, l'imposition de la décision d'utiliser des SIA sans concertation, sans explication, etc., ce qui est une faute de gouvernance éventuelle. La tension 5 concerne l'intelligibilité humaine versus l'opacité des systèmes d'intelligence artificielle. On retrouve ici le manque de transparence quant à la présence des SIA. C'est donc dans le cas où on ne sait pas qu'il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui roulent. Et c'est beaucoup le cas peut-être dans les plateformes qui sont utilisées par les GAFAM ou autres là, qui utilisent les systèmes d'intelligence artificielle. Mais somme toute, on utilise le produit, mais on ne sait pas vraiment le sous-bassement qu'il y a derrière le produit. Difficulté à expliquer éventuellement les résultats d'un SIA, notamment lorsque c'est de l'apprentissage machine et de l'apprentissage non supervisé. Le manque de transparence quant à l'interprétation et l'usage des résultats, le manque d'efficacité, de preuves d'efficacité scolaire ou pédagogique qui peut amener à utiliser un système d'intelligence artificielle parce qu'a priori, c'est très bien, sauf que on ne sait pas vraiment ou des fois, il n'y a pas de pertinence éducative à le faire, si ce n'est que c'est de l'intelligence artificielle. Et tout ça peut se retrouver en deux postures des acteurs éducatifs, soit un manque de confiance des acteurs éducatifs vis-à-vis du système d'intelligence artificielle, soit au contraire une confiance aveugle dans le système d'intelligence artificielle et ses représentations de la réalité éducative. J'en viens aux dernières tensions entre dignité des acteurs éducatifs et exploitation des données. Là encore, plusieurs risques et sous-risques dans cette section-là. Toute la problématique du consentement pour laquelle on est quand même bien sensibilisé actuellement. Caroline en a très bien parlé justement. Absence de demande de consentement, bon, impossibilité de retirer son consentement, absence de mesures particulières pour les mineurs, ce qui est le cas de certains de nos apprenants. Consentement mal informé, consentement factice, etc. La collecte de données trop sensibles ou trop nombreuses, Caroline en a parlé aussi, non-respect de l'anonymat, réidentification possible des acteurs éducatifs, même quand il y a eu anonymisation par des données proxy, donc par des données qu'on arrive à corréler qui finalement nous permettent de réidentifier les personnes. Ambiguïté sur les obligations relatives à la conservation des données, les données détournées de leur usage premier, la surveillance des acteurs éducatifs, lorsque l'intelligence artificielle est utilisée pour ça, on peut se poser des questions en termes de dignité des acteurs éducatifs. On retrouve aussi des systèmes d'intelligence artificielle pas assez robustes et fiables, avec des erreurs de classification, de la présence d'informations inexactes, des failles de sécurité informatique éventuellement qui permettent le vol de données. Et tout ça peut provoquer des conséquences négatives sur l'apprentissage, la formation et le développement des acteurs éducatifs, avec une entrave au développement des enfants, une modification indue du comportement des enfants pour répondre au fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle, génération d'anxiété, certaines formules pédagogiques qui sont tout à fait pertinentes, mais qui, si elles sont utilisées à outrance, disons, ou surutilisées, peuvent créer des déficits de compétences sur d'autres dimensions. Par exemple, diminution des occasions de socialisation, perte de vue de certaines visées, comme celle de la formation à la citoyenneté pour aller vraiment sur l'instruction et la performance éducative, etc. Ça, c'est vraiment quand il y a une surutilisation, disons, d'une formule pédagogique. Dans la réalité, les enseignants sont très éclectiques dans l'utilisation des formules pédagogiques et ils ont raison, parce que ça permet de les pondérer. Alors, c'est sûr que ça fait beaucoup de risques et puis de tensions d'un coup. Comme je vous disais, un système d'intelligence artificielle ne va pas mobiliser toutes ces tensions, tous ces risques d'un coup, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une boîte à outils pour penser un peu les enjeux éthiques qui pourraient survenir éventuellement, puis voir ce qu'on veut faire avec, sachant qu'il y a rarement une solution exacte. L'idée, c'est plutôt de trouver un équilibre pour maximiser, comme je disais, le potentiel et puis diminuer les risques. Alors, sur le plan de la conception, on parle de plus en plus d'ethics by design, depuis en fait longtemps d'ailleurs. L'idée, c'est que d'avoir une réflexion sur les principes éthiques du système d'intelligence qu'on est en train de développer dès la conception, mais aussi dès la mise en œuvre. Ça pose la question de savoir quels principes éthiques doit respecter le système d'intelligence artificielle lui-même lors de son développement. Participation des acteurs éducatifs, bien important, participation des chercheurs qui peuvent aussi permettre d'avoir un autre angle ou une autre prise sur certaines questions. Et puis, sur le plan de l'usage, éducation à l'intelligence artificielle, Caroline en a parlé, puis je donne un exemple possible d'éducation à l'intelligence artificielle, à savoir les forums délibératifs lors du choix d'un système d'intelligence artificielle par une école, un centre scolaire, etc.
L'idée de ce forum délibératif, c'est d'une part d'aider à choisir le système d'intelligence artificielle à la mesure des enjeux éthiques qu'il soulève, sachant qu'il n'y a jamais zéro risque, c'est pas l'idée, mais de savoir quels sont les risques et puis qu'est-ce que ça apporte, et puis à partir de là, de pouvoir prendre une décision. Mais c'est aussi l'occasion des forums délibératifs de s'éduquer à l'intelligence artificielle, à ses fonctionnements, à ses potentiels, à ses risques, etc. Et donc, ça peut s'organiser de manière très simple et très locale. Ça peut s'organiser, au contraire, à grande échelle, en menant vraiment une délibération entre différentes classes, voire différentes écoles à l'intérieur d'un centre de service, à partir de questions qui peuvent être relativement simples. Et pour y répondre, il va falloir faire intervenir une diversité d'acteurs, aller chercher des réponses et à partir de là, donc, pouvoir délibérer, donc choisir si un système d'intelligence artificielle fonctionne ou pas. Alors, par exemple, des questions qui sont assez simples, qui sont loin d'être exhaustives, c'est vraiment juste des exemples, mais qui peuvent permettre de partir la réflexion lorsqu'on intègre un système d'intelligence artificielle. Quelles sont les données qu'un système d'intelligence artificielle va collecter? Qu'est-ce qu'il va connaître à propos de nous? Dans quelle mesure les acteurs éducatifs sont informés du système d'intelligence artificielle? Quelle est la proportion des données scolaires versus des données extrascolaires? Quels sont les groupes d'élèves qui sont concernés? Est-ce qu'il y en a qui sont surreprésentés sur le plan socio-démographique, socio-économique, etc.? Quelles sont les interventions scolaires qui sont prévues? En somme, une fois qu'on a des résultats de ce système-là, qui fait quoi? Le système a-t-il un poids décisionnel ou consultatif? Ça fait un peu une boucle au point précédent. Et puis, les acteurs éducatifs peuvent-ils contre-vérifier les résultats d'un SIA, par exemple, quand ils ont une doute, est-ce qu'ils ont la manière de le faire? Pour ces réponses-là, on n'attend pas, bien sûr, pour ces questions-là, pardon, on n'attend pas une réponse définitive et puis oui ou non. Hein, la réalité est plus complexe que ça, mais par contre, ça nous amène à faire une réflexion collective qui est aussi, donc, comme je disais, une occasion d'éducation à l'intelligence artificielle, notamment dans une perspective de citoyenneté numérique, puisque c'est devenu une compétence importante pour nos élèves, à savoir poser des questions vis-à-vis des développements techniques, aller chercher les réponses dans la mesure du possible. Les équipes de conception peuvent être des partenaires fort intéressants pour mener ces forums délibératifs-là. Et ça peut être une manière, donc, comme je disais, d'éduquer à l'intelligence artificielle. Je m'arrête là pour mon intervention, puis on peut maintenant passer à des questions, que ce soit sur cette intervention-là ou sur celle de Caroline ou des interventions d'ensemble. Mais j'en profiterai pour ton dernier point, Simon, peut-être faire du pouce. Je ne sais pas si ça te dérange, Julie. Ben non, avec grand plaisir, Caroline, vas-y. Parce que, tu sais, l'idée de poser les questions aux gens, là, ça permet d'adresser les craintes, là, vraiment beaucoup. Mais le fait de démontrer, quand un membre du personnel utilise un outil qui est soutenu par l'intelligence artificielle, c'est souvent une boîte noire dans laquelle on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais, comme utilisateur, on ne sait pas. On ne comprend pas nécessairement qu'est-ce qui se passe. Puis je pense que dans les outils destinés à l'éducation, il faut que les gens qui conçoivent de l'intelligence artificielle soient conscients d'ouvrir, l'importance d'ouvrir la boîte noire, de montrer justement les facteurs. Tu sais, quand tu disais de comprendre pourquoi est-ce que cet étudiant-là est à risque de décrochage, mais de montrer les facteurs qui expliquent que l'intelligence artificielle a ciblé cet étudiant-là comme étant à risque de décrochage. C'est vraiment important. Parce que ça peut rassurer les membres du personnel, mais ça peut aussi solidifier finalement l'outil parce que les membres du personnel vont pouvoir faire des commentaires à l'équipe de conception, puis vont pouvoir être davantage engagés là, dans l'amélioration de l'outil. Je pense que c'est vraiment important d'ouvrir qu'est-ce qui se passe dans l'intelligence artificielle pour que les gens comprennent parce que c'est un domaine qu'il faut qu'on comprenne. Puis souvent, comme on parlait avant la rencontre, c'est souvent difficile de comprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Puis c'est pas des textes nécessairement légers quand on parle d'intelligence artificielle, mais pourtant, ça devrait être un sujet que tout le monde devrait être capable de comprendre, qu'on devrait être capable de vulgariser. Quand on fait de l'intelligence artificielle pour des membres du personnel, je pense que c'est important de réussir à le rendre assez accessible pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe dans la machine. Oui, en plein ça, effectivement. Est-ce que, justement, s'il y en a qui veulent poser leurs questions de vive voix à nos panélistes d'aujourd'hui, plutôt que de passer par le chat, je vous inviterai à le faire. Vous êtes les bienvenus. Il y a l'option de lever la main ou vous pouvez tout simplement prendre la parole. Il y avait une question de Guillaume dans le chat qui demandait quels étaient les features utilisés. Je ne sais pas si ça faisait référence à ce que tu venais d'expliquer, Caroline. Je ne sais pas si, Guillaume, tu veux peut-être clarifier de vive voix ta question.
Bon, on va aller vers une main levée. Donc, il y a Mathieu qui avait une question. Alors, vas-y, Mathieu. Oui, merci, bonjour. Bravo pour les deux présentations. C'est très pertinent et puis très efficace. Quand on est dans l'IA, on comprend très bien les enjeux que ça représente. Quand on pense par contre au milieu scolaire actuel, puis quand on regarde un peu comment les classes peuvent être surchargées, comment les profs en tant que tels aussi ont pas mal de choses, eux, à gérer, comment l'information leur arrive-t-elle? Est-ce que il y a vraiment quelque chose qui permet au prof, là, quand il est dans sa salle, avec ses étudiants, d'être encadré un temps soit peu, peut-être pas sur le moment, à l'instant T, là, mais de la formation, de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a dans un salon de professeurs quelconque, est-ce qu'il retrouve cette information-là? Parce que j'ai l'impression que le prof, à un moment donné, rentre dans un cadre pédagogique de son établissement, de sa commission scolaire. Et ensuite, à l'intérieur de ça, il a un peu… Moi, j'ai 3 enfants qui sont scolarisés, puis c'est jamais la même chose avec les 3. Là. Puis même pendant la pandémie, c'était jamais les mêmes outils que l'un ou l'autre devait utiliser. Comment l'enseignant, l'enseignante, à un moment donné, a sa vision par rapport à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'il a envie d'utiliser? Qu'est-ce que ça lui apporte vraiment dans son quotidien? Puis surtout, comment il se sent par rapport à ça et où est-ce qu'il peut trouver assez d'informations? Merci. Je veux bien, vas-y, Caroline, si tu veux. Non, vas-y, Simon, si tu as une réponse, sinon je vais continuer ensuite. Oui, parfait. C'est sûr que les développements techniques sont rapides, plus rapides que la compréhension qu'on en a et que la compréhension des impacts et des implications aussi qu'on en a. Ce qui est assez, à l'échelle de l'histoire humaine, c'est assez inédit d'avoir des impacts, des implications si complexes et de telle sorte qu'on ne peut pas vraiment, on a du mal quasiment à les anticiper. C'est valable au niveau social et c'est valable donc au niveau éducatif aussi. Les citoyens ont bien du mal à se faire une tête, les gouvernements ont bien du mal à se faire une tête sur comment intervenir finalement avec l'intelligence artificielle et puis les développements techniques qu'on connaît actuellement. Donc, ça pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'on outille pour pouvoir prendre des décisions éclairées, pour avoir une certaine prise sur ces développements-là. Il n'y a pas de réponse magique. Ce qu'il faut, c'est démocratiser au possible la technique et l'intelligence artificielle. Ça se fait, comme Caroline le disait, avec des équipes de conception qui arrivent vraiment à ouvrir la boîte noire, avec je pense, des administrations scolaires qui arrivent vraiment à partir des besoins du milieu, y répondre avec des solutions qui font sens au départ, la finalité est pertinente pour eux, et ensuite qui arrivent effectivement à ouvrir la boîte noire pour rassurer sur la pertinence pédagogique, disons, et éducative de ces développements-là. Ça se fait pas en un jour, et c'est sûr que les développements techniques sont extrêmement rapides, donc c'est difficile de le faire, mais c'est vraiment une culture technique d'une manière générale à développer, mais de manière vulgarisée. Les enseignants ne sont jamais des concepteurs d'intelligence artificielle. En l'occurrence, ils n'ont pas choisi de l'être. Par contre, avec une certaine culture technique de leur côté et de l'autre, une ouverture des boîtes noires par les équipes de conception, alors on arrive à un dialogue qui peut être fort intéressant. Puis la clé, finalement, est plus ça, peut-être pas pour demain, mais pour la suite. Quel système d'intelligence artificielle on veut en éducation, quels sont ceux qui sont pertinents, quels sont ceux qui éthiquement, justement, se défendent bien, et à partir de là, de pouvoir faire des choix comme ça. Mais ça demande vraiment un dialogue, une réflexion collective. Pour le moment, on a du mal à l'installer au niveau de la société, puis au niveau de l'éducation aussi. C'est vraiment une démocratisation, si on veut, des technologies qu'il faut mettre en place. Alors, ma réponse est un peu vague, mais je pense qu'on est vraiment à un temps de transition où on se rend compte qu'il y a à faire, mais qu'on ne sait pas trop comment le faire. Oui, c'est vraiment un bon point. Là. Puis je pense aussi que dans les milieux scolaires, il y a une certaine responsabilité aussi d'ouvrir la porte à la discussion sur ces sujets-là. Puis quand on décide d'aller vers un outil d'intelligence artificielle dans le milieu scolaire, je pense qu'il faut toujours communiquer. Puis on n'en parle jamais assez, même avec les gens qui ne sont pas destinés nécessairement à l'utiliser, pour qu'ils puissent justement adresser leurs craintes, poser leurs questions, puis en entendre parler, puis en savoir davantage, pouvoir poser leurs questions, tout ça. Fait que c'est vraiment important. Et je pense que oui, il faut que les membres du personnel dans du milieu de l'éducation s'intéressent à ça, mais je pense aussi qu'il faut que les milieux scolaires apportent l'information à leurs membres du personnel. Fait que c'est des deux côtés. Puis présentement, je pense qu'on commence de plus en plus à en parler, mais on n'en parlera jamais assez. Merci. J'enchaîne avec une autre question. Merci pour vos réponses. Avec M. François-Xavier, s'il vous plaît.
Bonjour. Oui, moi, c'est François-Xavier Kemtien de l'Université de Sherbrooke. Oui, j'ai une préoccupation par rapport à la performance des SIA en ce qui concerne notamment l'amélioration des apprentissages. Est-ce qu'il y a un dispositif déjà en place ou bien un dispositif déjà prêt pour évaluer la transmission de l'apprentissage? Parce que déjà en 2000, il y a un auteur qu'on appelait Françoise Cros qui disait qu'il n'existe pas encore, des dispositifs pour évaluer la plus-value, ou bien en matière de transmission d'apprentissage. Je veux savoir, parce que là, ça pose un problème éthique. Oui. Là, Caroline, tu pourras sans doute répondre mieux que moi, mais je pense que il faut sans doute préciser ce qu'on entend par apprentissage, parce que c'est sûr que, comme disait Caroline, les systèmes d'intelligence artificielle vont bien fonctionner quand ils sont ciblés sur une tâche en particulier ou un contenu en particulier, etc. Et c'est là qu'ils sont finalement les plus performants. Les tâches complexes, peu définies, etc., sont beaucoup plus difficiles pour le moment pour les systèmes d'intelligence artificielle. Par contre, ils peuvent être justement plus explicables, plus efficaces aussi sur des tâches très particulières, et c'est là qu'ils agissent le mieux. Donc, je pense que ça dépend ce qu'on entend par apprentissage ou quel type d'apprentissage on recherche. Oui, effectivement. Puis je pense qu'il faut faire attention aux systèmes qui s'améliorent par eux-mêmes, là, parce qu'on a vécu ça dans les dernières années, dans les débuts, où le système s'améliorait avec l'utilisation des gens. Puis il y a eu des mauvaises améliorations qui ont été faites par le système lui-même. Je pense qu'en éducation, il faut qu'il y ait une protection auprès de l'utilisateur. Donc, l'amélioration, le système ne s'améliore pas seul. Que le système, dans le fond, s'améliore toujours en ayant des experts en arrière qui supervisent l'amélioration. Oui, c'est important que les systèmes s'améliorent et qu'ils apprennent, mais ce sont les experts du domaine qui doivent dire oui, c'est la bonne amélioration, non, celle-là, je ne veux pas que ça aille dans ce chemin-là. Je pense qu'il faut toujours avoir comme un bouclier de protection face à l'utilisateur, que ce soit un élève, un étudiant ou un membre du personnel. Je pense qu'il y a un certain risque à laisser, par exemple, les systèmes s'auto-améliorer, auto-apprendre de leurs erreurs, malgré que c'est la beauté de l'intelligence artificielle, on pourrait le faire, mais je ne suis pas certaine que c'est les bonnes décisions à prendre quand on parle du monde de l'éducation. Merci pour la réponse. Je vais enchaîner avec William, qui avait une question lui aussi. Oui, merci. Merci beaucoup pour les présentations. C'est super intéressant. Moi, j'avais une petite question un peu en prenant la posture de l'industrie plus privée, l'industrie du e-learning. Donc, moi, je travaille pour une organisation. On a une plateforme, justement, e-learning. Puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'argent présentement dans l'intelligence artificielle, beaucoup de subventions. Donc, c'est le cas. Nous, on a eu une grosse subvention pour développer un algorithme qui va nous permettre de faire de l'apprentissage adaptatif et tout ça, un peu ce dont on parle. Donc, on est super content de ça. Mais ma question serait la suivante. On a parlé beaucoup de la responsabilité des administrations scolaires, la responsabilité des profs, même des étudiants. Qu'en est-il de la responsabilité de l'industrie privée, donc de ma responsabilité, moi, en tant que représentant d'une plateforme e-learning? Puis la question serait celle-là, ce serait quoi la ressource en matière d'éthique de l'IA pour une entreprise technologique comme moi? Où est-ce que je vais m'informer là-dessus? C'est qui peut venir nous aider là-dedans? Bien, je vais commencer, Simon, peut-être juste pour la vision de l'entreprise, là. Puis je vais te laisser parler de tout le côté approche éthique. Mais pour la vision de l'entreprise au niveau de l'éthique, moi, je pense qu'il faut que ça soit au cœur de tes préoccupations comme entreprise. Parce que dans le fond, quand on choisit le EdTech, là, techniquement, on a l'éducation tatouée sur le cœur, puis on veut le bien de l'éducation. Donc, quand on développe de l'intelligence artificielle pour l'éducation, il faut vraiment que ça soit à la base de chacune de nos préoccupations, tu sais, quand on réfléchit à notre intelligence artificielle et au modèle qu'on veut développer. Puis, ce qui fait que, en tout cas, chez nous, premièrement, on s'associe toujours à des partenaires scolaires, donc à des milieux scolaires pour nous assurer finalement qu'on va être vraiment sur la bonne voie, mais on s'accompagne aussi toujours de la recherche
Ça complexifie tout le développement parce qu'il faut constamment nous remettre en question, mais on joue avec des données qui sont sensibles, on travaille avec de l'information qui peut être préjudiciable, qui peut causer, qui peut causer des torts à des individus qui sont en développement. On veut éviter ça à 100%. Donc, il faut avoir à cœur à chaque pas de notre développement qu'on veut faire le bien avec notre algorithme, qu'on veut développer, dans le fond, des outils qui vont être utilisables, qui vont favoriser finalement le travail des intervenants scolaires. Puis on ne veut pas remplacer aucun intervenant scolaire parce que leur travail qu'ils font, il est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse les remplacer. On veut aller où est-ce qu'ils ont des douleurs, finalement. Fait qu'il faut être avec eux quotidiennement pour parler de ça. Fait que moi, c'est ma vision à moi, mais je suis certaine que Simon peut vraiment venir compléter le tout du côté éthique de comment se faire accompagner et tout. Bon, en fait, je vais enfoncer le clou, donc aller dans le sens de ce que tu disais. Je pense que pour l'industrie privée, ce qui est fort intéressant, c'est vraiment de s'assurer tout du long que le primat reste éducatif. La finalité ultime reste éducative. Ce qui est pas facile parce qu'il y a plein de considérations qui rentrent en jeu, financières, etc. Mais c'est vraiment de s'assurer qu'on répond à un besoin éducatif et que le primat du système d'intelligence artificielle est éducatif et non pas autre chose, d'abord. Et je pense que ça, c'est important. Puis ça se fait bien sûr, ou on l'assure, avec la présence d'expertise pédagogique ou éducative, en tout cas au sens large dans l'équipe de conception, avec aussi des liens tissés serrés dans les milieux pour qu'on puisse vraiment tester le système d'intelligence artificielle, avoir la vision des experts éducatifs, pédagogiques, le bonifier en conséquence, etc., sachant qu'un système d'intelligence artificielle, comme le disait Caroline, est rarement bon du premier coup, qu'on peut l'optimiser ensuite et que ça prend du temps, mais et de l'expertise vraiment éducative. Et c'est là, je pense, qu'un système d'intelligence artificielle prend tout son sens et qu'une industrie délivre vraiment un bon système d'intelligence artificielle. Et puis pour ce qui est ensuite des balises éthiques, là, quelle est la ressource qu'on peut utiliser? Il y a beaucoup de développements qui se font en ce moment, mais comme je disais tout à l'heure, les préoccupations sont quand même assez récentes. Hein. On en est encore à essayer de cerner les contours de l'affaire. Il y a quand même des guides ou des principes, des déclarations avec des principes éthiques, qui ramassent un peu les principes essentiels. Je pense à la Déclaration de Montréal, par exemple, qui est un document intéressant. C'est pas le seul. Il y en a qui sont spécialisés en éducation, le consensus de Beijing. Il y a un travail qui a été fait par une université au Royaume-Uni qui a aussi développé une espèce de cadre de référence éthique sur l'intelligence artificielle. Bon, c'est autant peut-être de documents là qu'on peut utiliser pour naviguer un peu à travers ça. Et puis ensuite, il y a même, et là, les gens dans la salle, je pense, notamment les concepteurs d'intelligence artificielle en éducation le sauront mieux que moi, mais il y a même des protocoles auxquels on peut adhérer volontairement en tant qu'équipe et répondre si on bon, c'est ça, répondre à ces protocoles et ça nous permet de nous assurer de tel qu'on est admissible ou qu'on répond à telle certification, par exemple. Merci, Simon. Je vais prendre encore 2 dernières questions. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil du côté du chat. Il y a quand même des belles informations qui sont partagées par nos invités. Je vous en remercie beaucoup. Donc, on va y aller avec Serge Gérin-Lajoie. La prochaine question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'est hyper intéressant. Mais il y a comme 2 questions de fond, puis c'est ce que j'essaie d'écrire dans le chat, là, mais c'est pas nouveau les travaux à essayer de faire du prédictif. Il y a eu des modèles en formation à distance. Ça fait des décennies qu'il y en a des modèles, puis il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Mais il y a comme une question fondamentale. Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne se questionne pas sur ce qu'on offre aux enfants. Fait que le diagnostic, à mon avis, est biaisé d'une certaine façon parce qu'on s'intéresse juste à ce qui est au contour de l'apprenant, c'est-à-dire ses données sociodémographiques, ses résultats, son environnement, mais on ne s'intéresse pas à ce qu'on lui propose par modèle éducatif. Autrement dit, on peut se poser la question, est-ce que toutes les approches pédagogiques se valent? Puis il y a des travaux qui montrent que selon des approches pédagogiques, on favorise la réussite, puis peu importe le modèle le profil sociodémographique ou les données antérieures, puis il y a des modèles qui montrent que certaines approches vont nuire aux étudiants aussi. Donc, si on enlève ce morceau-là du design pédagogique dans le calcul de l'algorithme, la notion d'être à risque, à mon avis, elle est biaisée dès le départ. Puis l'autre chose qui me semble, puis peut-être j'appelle juste à être convaincu du contraire jusqu'à maintenant. Là. Je dis ça dans une posture critique, là, mais je n'ai pas rien vu qui m'indique dans ce sens-là. Puis l'autre morceau qui me semble absolument essentiel, c'est qu'au-delà du diagnostic,
il n'y a rien qui nous dit quoi faire et comment le faire pour la suite. Puis ça, c'est fondamental, à mon avis. Vous apportez vraiment c'est des fondamental. bons points. Puis là, quand je vois l'idée des approches adaptatives ou de la différenciation pédagogique, jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucune étude qui montre que quand on fait de la différenciation pédagogique, on favorise des apprentissages. Fait que pour moi, ce n'est pas un comment faire, ce n'est pas une solution. Si on arrive à me faire cette démonstration-là, comme chercheur, comme professionnel, comme personne intéressée, bien, parfait. Mais si on me dit on mise sur la différenciation, automatisation de cette différenciation-là ou de cette adaptation-là, on mise sur un mauvais cheval de bataille, à mon avis. On mise sur un mauvais cheval dans la course, là. C'est des questions, j'aurais aimé ça avoir des réponses, peut-être que vous les avez, mais je soulève ces questions-là parce que je pense qu'elles sont fondamentales. Merci. Vous apportez vraiment des bons points. Je vais prendre un volet là, plus par rapport à justement l'analyse de l'approche pédagogique. Il y a quand même, moi, je vois quand même un certain risque de glisser vers l'évaluation de l'enseignant dans cette approche-là parce que quand même d'analyser dans le fond l'approche pédagogique, là, il y a quand même un certain risque. Puis dans l'adhésion à l'outil, si on évalue le travail des enseignants par une intelligence artificielle, moi, je vois quand même un risque. En tout cas, personnellement, j'ai un malaise avec cette idée-là, mais effectivement, dans l'analyse, par exemple, d'un programme, où là, on analyse l'ordre des cours dans lesquels ils sont donnés, par exemple, où on analyse la façon dont l'horaire est structuré. Effectivement, moi, je suis vraiment d'accord, puis c'est vraiment des éléments d'avenir qu'il faut garder en tête dans l'analyse, mais il y a des c'est comme plusieurs sujets glissants qu'on aborde dans cette question-là, je pense. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Simon, mais dans mon expérience de prof, si une intelligence artificielle avait analysé mes approches pédagogiques personnelles, mais je sais que ce n'est pas la vision qu'on a, ce n'est pas d'analyser les approches pédagogiques de chacun des enseignants, mais reste quand même que chaque professionnel dans le milieu scolaire est un professionnel. Donc, on ne peut pas nécessairement leur dire quelle pédagogie utiliser, quelles interventions prendre. Je pense qu'il faut toujours que ça soit davantage suggestif. Puis je pense vraiment qu'on s'en va vers ça dans les meilleures pratiques à suggérer aux membres du personnel. Donc, voici pour un profil d'étudiant comme ça, qu'est-ce qui fonctionne. Mais je ne pense pas qu'il faut dire quoi faire. Il faut plus comme suggérer des chemins à prendre. Mais ça, c'est vraiment mon avis personnel. Simon, je vais te laisser là-dessus pour répondre. J'irai un peu dans le même sens. Il me semble que le design pédagogique qu'un enseignant déploie dans sa classe, c'est son expertise qui permet de savoir comment le faire. Donc, dans ce sens-là, Serge, quand tu dis on ne nous dit pas quoi faire une fois qu'on a les résultats de l'intelligence artificielle, moi, je dis effectivement, mais parce que c'est la responsabilité de l'enseignant de savoir quoi faire ensuite en réaction à ça. Dans ce sens-là, je suis plutôt dans une IA là, qui sera informative, si tu veux. Et puis ensuite, les systèmes d'intelligence artificielle, eux, portent des formules pédagogiques particulières ou des designs pédagogiques particuliers, c'est certain. Mais c'est justement à l'enseignant de voir si ça lui semble pertinent ou pas. Bien sûr, sur la base des données probantes aussi, là, que tu mentionnais, mais sur cette lumière-là, mais de voir quelle pédagogie finalement est pertinente dans son contexte à lui pour ses élèves ou certains de ses élèves. Et à partir de là, de les sélectionner. Pour moi, dans ce sens-là, l'intelligence artificielle ou les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas très différents des autres ressources pédagogiques dans lesquelles les enseignants ont toujours puisé et les ont combinées pour mettre en œuvre une formule pédagogique qui est la plus pertinente pour eux dans la situation qui est la leur et qu'ils connaissent pour répondre à la situation. Donc, c'est ça. Je pense que le design pédagogique, à mon avis, gagne à rester en grande partie dans la cour de l'enseignant. Par contre, l'intelligence artificielle ou les systèmes peuvent suggérer des designs et puis qui vont être adaptés à certains contextes ou certaines situations, moins adaptés à d'autres. Ce qu'il faudrait être clair, par contre, c'est effectivement qu'on soit clair sur le type de design pédagogique impliqué par un système d'intelligence artificielle. Quel design il porte et puis à partir de là, l'enseignant est capable de choisir au même titre que les autres ressources qu'il convoque. Merci encore une fois, Caroline et Simon. Et on va y aller avec une dernière question de André. Donc, vas-y. Oui, en fait, je vais aborder en vous remerciant aussi pour cette très belle présentation.
Ma question, en fait, pourrait mener à une suggestion, mais elle pourrait inclure aussi William autant que Simon et Caroline. Est-ce que j'ai raison de penser qu'il existe une interface utilisateur-administrateur dans laquelle Ali ou Eluxilearn peut en fait être instruit, ce qui est à dire qu'on peut enseigner à l'IA, au chatbot, en fait, à répondre d'une façon spécifique à certaines questions? Est-ce qu'il existe une plateforme, une arrière-gestion pour contrôler ça dans Ali? Chez nous, dans le fond, Ali, la façon que ça a été conçu, c'est vraiment des experts en soutien psychosocial puis en transition postsecondaire là, qui rédigent les dialogues. Dans le fond, la façon que le chatbot fonctionne, c'est des conversations dirigées. Donc, c'est une fois que l'étudiant choisit la thématique qu'il a envie de traiter avec Ali, on le dirige vers le thème et c'est à ce moment-là, c'est une conversation dirigée. Donc, ce n'est pas Ali qui décide quelle bulle il va mettre à quel moment. C'est vraiment un psychologue, un travailleur social ou bien c'est quelqu'un spécialisé en pédagogie là, qui va avoir rédigé un cheminement à suivre avec l'étudiant. Il y a différents chemins dans le dialogue dirigé, dans le fond, dans la conversation dirigée. Donc, selon les réponses que l'étudiant va donner, il va avoir différents chemins qui vont pouvoir être pris. Alice, sa force, en fait, c'est d'essayer d'aller chercher le bon terme selon la demande de l'étudiant. Donc, c'est de comprendre, par exemple, quand l'étudiant lui dit ma blonde me laissait, bon, bien, je vais te proposer des termes en lien avec la séparation, en lien avec les difficultés amoureuses, en lien avec la tristesse. Donc, des choses comme ça. C'est vraiment sa force. Mais au niveau de le moment où il commence à converser avec d'un thème spécifique, on voulait vraiment nous assurer que ça allait être vraiment vu qu'on fait du soutien psychosocial de première ligne, on voulait vraiment que ça soit fait par des spécialistes. Donc, le robot ne reconstruit pas des conversations, puis ce n'est pas notre objectif non plus. Mais on veut vraiment quand même améliorer l'apprentissage de Ali, mais l'apprentissage des mots que les gens utilisent quand ils lui parlent. Parce que ça lui arrive des fois de ne pas comprendre quand les gens utilisent des mots parce qu'il y a un certain bassin de mots puis il doit apprendre davantage. Et oui, effectivement, on utilise des plateformes chez nous pour pouvoir, dans le fond, prendre les mots qu'Ali ne comprend pas puis l'entraîner pour qu'il puisse les comprendre. Mais on lui dit quand même qu'est-ce qui signifie, donc quel terme qui devrait pour nous assurer finalement que ce sont les bons termes. Parce qu'un jeune pourrait vivre une situation de détresse. On ne voudrait pas qu'Ali passe à côté de la situation de détresse, par exemple. On ne voudrait pas qu'il fasse une blague quand le jeune lui dit quelque chose de grave, des choses comme ça. Donc, on garde tout le temps nos experts dans le premier bouclier possible. OK. Donc, en fait, Ali a un but spécifique, ce qui est à dire qu'il n'est pas, excusez-moi du terme anglais, là, customizable, personnalisable pour un cours spécifique ou une matière spécifique. Non, l'objectif de Ali, c'est de favoriser la transition postsecondaire. Donc, c'est que l'arrivée au collège se fasse de manière douce, d'accueillir les difficultés de l'étudiant tout au long de son parcours collégial par la suite, donc de grandir quand même avec l'étudiant. Mais non, ce n'est pas un robot fait pour l'apprentissage. Donc, ce n'est pas pour l'aider dans la pédagogie d'un cours, par exemple. On ne veut pas, Ali, son objectif, ce n'est pas de t'aider en français. Donc, mais je suis certaine que c'est possible de faire quelque chose dans ce sens-là. Mais nous, chez nous, notre objectif, c'était vraiment d'utiliser notre force de soutien post-secondaire. Parfait. Ben, un gros merci. En tout cas, je vais regarder Diagflow peut-être là, pour mon projet. Mais ceci dit, en tout cas, un gros merci pour ta réponse. William, avais-tu quelque chose à ajouter, toi, par rapport à Eluxilearn? Oui, vite, en 2 secondes. Puis nous, on est quand même dans les premiers balbutiements du développement, mais en gros, notre objectif, pour répondre à ta question, c'est oui. Donc, nous, un professeur ou un administrateur de la plateforme peut aller jouer dans la plateforme pour améliorer l'efficacité. Nous, notre objectif, c'est de raccourcir le temps d'apprentissage. Par exemple, si on a 20 concepts à apprendre pour un étudiant ou un employé, on fait aussi la formation professionnelle, l'idée, c'est de réduire le temps de cet apprentissage-là avec des QCM, des questions-réponses. La plateforme, ce qu'elle va venir faire, c'est que s'il y a un concept qui n'est pas compris, on va venir pousser du contenu, passer plus de temps sur ce concept-là. Donc, un prof pourrait venir voir que sur 100 étudiants, c'est toujours le concept numéro 14 qui est moins bien compris et venir pousser plus de contenu en ce sens-là. La plateforme est capable de pousser plus de contenu également, mais un administrateur pourrait venir utiliser ces données-là pour améliorer l'apprentissage dans
dans le monde réel. Et un gros merci pour vos réponses. Oui, je vous remercie. Je vois que le sujet est très intéressant. Il y a encore des gens qui participent dans le chat. Malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête ici. On aurait pu parler encore une bonne partie de l'après-midi. Mais sachez qu'on va remettre ça éventuellement. Comme Caroline l'a dit en début de rencontre, je pense qu'on n'en parlera jamais trop d'intelligence artificielle. Donc, on est en train de démystifier tout ça. Alors, je remercie sincèrement mes deux invités de ce midi, Caroline Tremblay de chez Optania et Simon Collin, chercheur à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Si vous voulez en savoir plus et nous suivre, je vous invite à nouveau à aller sur nos réseaux sociaux ou vous abonner à notre gazette EdTech mensuelle, donc une fois par mois, et on vous annonce tous les événements et les conférences gratuites à venir. Alors, merci beaucoup à tout le monde et bon après-midi. Merci, bonne journée. Merci à tout le monde. Bonne journée.